Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence ce soir à l'occasion du lancement de ce programme Géopolitique et entreprise. Je remercie également mes intervenants d'avoir accepté de venir débattre avec vous sur le sujet de l'entreprise face aux enjeux du monde, de la corruption au climat. Patrick Dumière, Charles Duchesne et Pierre Victoria. L'IRIS lance ou a lancé il y a quelques semaines un programme sur les questions de géopolitique et entreprise. Je crois que nous sommes le premier think tank sur les questions internationales, en tout cas le premier think tank en France à lancer un tel programme. Et donc je vais vous en dire 2-3 mots en introduction pour vous expliquer de quoi il s'agit. Puis je laisserai très vite, je ne vais pas m'appesantir, la parole à mes intervenants. On se rend tous compte, au travers des médias, des réseaux sociaux, des ONG, de l'activisme de la société civile, à travers les instabilités, les contestations, etc., on se rend tous compte que l'entreprise est très souvent mise en avant, voire mise en accusation sur un certain nombre de sujets, et qu'elle ne peut plus se cantonner à considérer que sa seule responsabilité, c'est de faire des profits, c'est de faire du business. Les enjeux géopolitiques en sont un aspect. Alors, on connaît tous la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, mais il est vrai que la dimension géopolitique de cette responsabilité, de ces enjeux, des contraintes, alors je vais appeler ça contrainte, je ne trouve pas de mot plus neutre, on va dire, contraintes de responsabilité qui s'imposent de plus en plus aux entreprises, revêtent une dimension géopolitique que nos intervenants traiteront beaucoup mieux que moi et je leur laisserai la parole pour ça. Et donc nous avons voulu créer un programme sur ce sujet, à la fois pour réfléchir et travailler sur ce sujet, mais également pour accompagner les pouvoirs publics ou les entreprises sur ces questions-là, proposer des outils, des instruments qui permettent aux entreprises françaises ou ayant des activités en France d'appréhender, d'anticiper, de prévenir les risques qu'entraîne cette dimension géopolitique de leur activité connectée à la question également de cette responsabilité sur tous ces sujets. Alors nous, ça veut dire quoi à l'IRIS, un programme ? Eh bien un programme de recherche, programme d'activité, ça s'articule autour de 4 grands axes. La formation, le débat, c'est ce que nous allons faire ce soir, et le débat restreint ou grand public, le conseil, et puis une dernière activité, l'analyse. Et donc c'est l'ambition qu'a ce programme aujourd'hui, c'est de développer de la formation, du conseil, du débat, de l'analyse sur ces sujets de géopolitique et entreprise. Donc on va commencer ce soir par ce débat, mais on est bien sûr ouvert à toutes vos suggestions, à toutes vos propositions, à toute éventuelle relation entre nous, communication entre nous, échange entre nous sur ce qu'il pourrait être utile de faire, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises françaises et les pouvoirs publics également, alors monsieur Duchesne, sur la question de la corruption est quelque part un peu l'exception, même si je pense que la question géopolitique se pose à l'Agence française anticorruption aussi, et qu'il y a besoin de construire quelque chose et une position, une posture française sur ces sujets, mais vous nous en parlerez beaucoup mieux que moi, monsieur Duchesne. Donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de pays ont pris conscience de l'ampleur de ce questionnement, de l'ampleur de ces défis et de ces enjeux, que la France prend conscience, mais n'a pas encore totalement développé, défini. Alors la France, j'entends les entreprises, les pouvoirs publics et au-delà les think tanks, puisqu'il n'y a pas encore de programme géopolitique et entreprise dans d'autres think tanks. On n'a pas encore forcément complètement développer une posture, une position française sur ces sujets, alors même que cette posture et cette position est un enjeu géopolitique également. Donc je m'arrête là-dessus, j'espère que l'explication a été claire. Après, dans le cas des questions, et s'il y a des questions, nous pourrons répondre et je pourrai répondre à toutes ces questions. Je laisse tout de suite la parole à Patrick Dumière qui va entrer dans le vif du sujet immédiatement. À vous, Patrick. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, de cette proposition de débattre tous ensemble
sur un peu ce sujet mal défini et d'une actualité croissante. Alors moi, je vais me contenter dans le laps de temps que vous m'avez attribué d'un exposé un peu introductif, et vous me pardonnerez, qui sera forcément un petit peu simplificateur. Il y aurait beaucoup de choses effectivement à dire, mais essayer de vous proposer, du point de vue à la fois de l'analyste enseignant que je suis et du praticien, un peu un point un peu macro sur ce qu'on peut observer de ce rapport entre les entreprises et la géopolitique, entre guillemets. Alors, pour lancer la réflexion, il est clair que on va travailler sur les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui interviennent dans les échanges internationaux de biens et de services, à peu près 5 à 10 000 à peu près, largement occidentales jusqu'ici, et la question étant posée, sont-elles actuellement, potentiellement, des acteurs géopolitiques? Et dans quel sens font-elles évoluer la géopolitique mondiale aujourd'hui par rapport à hier, et est-ce que la montée sur la scène mondiale des entreprises émergentes change cette donne? Alors, c'est une interrogation qui ne va pas simplifier, je le dis devant Pascal Boniface, l'analyse des relations internationales dans le monde éclaté et interdépendant qui est le nôtre aujourd'hui, eu égard à l'ambivalence qui caractérise les relations État-entreprise, car pour soulever la problématique dès le départ, on ne sait pas toujours clairement si les entreprises sont du côté des États, du côté de la société, voire les deux, plus ou moins. Si on s'attache au passé, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, on peut défendre une hypothèse selon laquelle, finalement, la grande entreprise, on peut l'appeler la firme, a compté jusqu'ici dans les rapports interétatiques essentiellement comme bras séculier de son état d'origine, soit comme partie plus ou moins intégrée à la sphère d'influence étatique pour l'essentiel, surtout dans les activités stratégiques. Mais il y a un phénomène depuis 30 ans tout à fait historique, nouveau, qui perturbe ceci, c'est l'affirmation assez triomphante depuis la chute du mur de l'économie de marché, entre guillemets, du concept d'économie de marché, qui est un système à la fois gouverné par quelques centres financiers, des grands investisseurs institutionnels, des conglomérats, etc., vous connaissez, mais qui est aussi l'expression économique du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, principe constitutionnel dans la plupart des grands pays démocratiques et qui y tiennent. Il y a eu quelques arrêts récents, notamment en France, du Conseil constitutionnel, qui ont mis posé des décisions importantes dans ce domaine pour donner du pouvoir aux entreprises. En s'internationalisant dans cette période récente, il faut rappeler que nos grandes entreprises, pour plus de moitié, après des 3/4 de leur chiffre d'affaires, et CAC 40 est détenu par à peu près à hauteur de 45%, un peu plus en moyenne, par des fonds étrangers. Les firmes ont dynamisé la mondialisation, légitimée par les gains induits pour les consommateurs. Elles ont poussé la libéralisation des échanges, dénier fortement les impacts sociaux et environnementaux sur leur chaîne de valeur élargie, et réclamer une autonomie dont les conseils d'administration, souvent très mélangés dans le monde, ont été des états-majors produisant depuis 20 ans leurs propres règles qui s'appellent des codes de gouvernance et qui sont, en France notamment, des codes autorégulés. On peut pas nier que les États-Unis et surtout, bien sûr, l'Europe de l'Ouest, le Brésil, maintenant la Chine, sont les vecteurs gagnants de cette évolution aujourd'hui. Alors, ce mouvement est re-questionné aujourd'hui dans un contexte d'éclatement de l'OMC, de relocalisation des pôles industriels, de critiques croissantes par les ONG et les opinions des excès des firmes, notamment dans les classes moyennes des pays développés, qui sont les perdantes du jeu. Je renvoie à la publication en français du livre très important de Branko Milanovic sur les inégalités sociales dans le monde, mais aussi d'affaiblissement de principes démocratiques et de renationalisation d'intérêts économiques sous l'effet Trump, quand on voit notamment que les USA demandent aux Portugais de ne pas vendre leur électricité aux Chinois récemment. Donc la problématique nouvelle nous apparaît maintenant assez fortement. C'est même celle qui avait commencé à émerger dans un moment qui restera une césure, une rupture, il y a 10 ans, lors du fameux procès de Pretoria, perdu par l'industrie pharmaceutique, qui avait abouti à faire prévaloir l'intérêt de santé des États sur le droit des brevets industriels, repris ensuite dans les accords de Marrakech. Alors,
est-ce que les entreprises veulent avoir une autonomie dans le jeu international pour servir leurs intérêts économiques, certes, mais aussi pour assurer des intérêts systémiques et collectifs qui conditionnent leur pérennité, plus ou moins en lien avec la société civile, ou est-ce qu'elles vont rester, dans le contexte actuel, qui voit une renaissance du capitalisme d'État, des supplétifs de stratégies de souveraineté qu'elles influencent à leurs avantages ou subissent à leurs désavantages, au gré qu'on peut appeler un opportunisme mercantile, qui est un peu l'idéologie originelle du business, à quelques exceptions évangélistes qui sont connues, depuis Ford jusqu'à Jean-Dominique Senard. Je rappelle que aux États-Unis, ce qui était bon pour GM était bon pour les États-Unis. Alors, pour tenter de répondre, de clarifier un peu cette évolution, peut-être je rappelle très brièvement deux traits d'histoire que je ne développe pas. Le premier, c'est que le business est toujours laissé instrumentalisé par les pouvoirs à des fins commerciales. C'est la nature dépendante, opportuniste, intrinsèque de la firme. Prenez l'histoire de Total en France, qui est assez symbolique de ce point de vue-là, de CFP, créé en 1928 dans la suite des accords français au Moyen-Orient, à Elf avec une stratégie gaullienne forte, jusqu'à Total aujourd'hui. C'est une volonté française, mais aussi une entreprise qui joue son jeu, on l'a vu avec l'Iran. Deuxième fait, le succès post-45 de l'économie de marché globalisée depuis 30 ans, dans sa capacité à innover, à se déployer, a suscité des stratégies propres d'entreprise, de croissance pour la croissance, au nom d'une vision managériale qui a essentiellement été formalisée aux États-Unis, à Harvard pour beaucoup, et qui pousse de nombreuses firmes à prendre leur distance avec leur état d'origine lorsqu'il est un frein, d'autant qu'il leur faut désormais, et c'est ça le point qui va changer, affronter un nouvel acteur puissant, contre-pouvoir et machines à communiquer significatives, médias, ONG, associations, qui sont des acteurs géopolitiques, et c'est un beau sujet de géopolitique que celui de l'influence de ces acteurs civils, beaucoup plus autonomes que les entreprises, et qui ont préempté la légitimité de la société civile par-dessus les États. Donc, la dialectique dépendance-affirmation entre firme et État est rentrée sous le regard de la société civile aujourd'hui. Elle devient cruciale du fait de l'évolution de l'ordre international et notamment, on peut le voir à travers l'effet des marques qui influencent et subissent à la fois les réalités de la société. Coca, Nestlé sont des puissances alimentaires plus influentes que la FAO et le budget des grandes firmes pharmaceutiques dépasse très, très largement celui de l'OMS, etc. Alors, le premier fait, ce qui doit nous interroger et qui fait qu'il y a une réalité de la géopolitique montante autour des firmes, c'est leur puissance atteinte à travers plutôt les très grandes firmes, qui aujourd'hui l'emportent sur celle des États, dans beaucoup de cas, au point de fragiliser le rapport démocratique. On le voit dans les secteurs de l'acier, du pétrole, de la tech. Une société comme Orange au Sénégal fait les comptes de l'État sénégalais. Pour ne pas parler du débat autour de Huawei, qui est extrêmement symptomatique. Donc cette asymétrie entre pouvoir politique et économique, elle arrive à un moment particulier même du cycle du capitalisme aujourd'hui, qui est devenu, et c'est pas moi qui le dis, c'est un fait très partagé par les observateurs économistes, monopolistique dans beaucoup de cas, jamais vu, avec de très grandes marques qui sont des armées conquérantes, supra-étatiques, je peux les citer, vous les connaissez tous, de Google à Airbus, d'Alibaba, Volkswagen, etc. Alors ça, c'est un premier fait extrêmement lourd. Le deuxième, c'est que ces firmes n'apportent plus simplement des bénéfices matériels et techniques qui les ont légitimés jusque-là, mais elles produisent aussi des impacts négatifs. Environnementaux, sociaux, sociétaux, de plus en plus critiques au regard des biens communs. Vous connaissez l'air, l'eau, les sols, un certain nombre de valeurs, et elles créent donc des problématiques politiques dont les opinions ne veulent plus et qu'elles demandent aux États de régler avec des injonctions contradictoires, respect de l'emploi versus l'environnement, etc. Question diesel, question, on a vu avec le chapitre 11 du énergéticien californien, etc. Le troisième fait structurant, c'est qu'il y a une démarche
alors je la qualifie de balbutiante, mais mon ami Pierre Victoria la défendra beaucoup mieux, fortement remarquée aujourd'hui, qui est en train de prendre forme, par une partie, quelle partie du business, qui n'hésite pas à se substituer à une action publique défaillante, à prendre en charge quelques stratégies collectives qui relaient les États, au nom de ce qu'on va appeler la doctrine de responsabilité, qui permet aux entreprises d'accroître leur autonomie, et c'est ce qu'on appelle la RSE, qui s'intéresse à la pauvreté, à la normalisation, portée en France fortement par quelques entreprises, Schneider, Danone, Veolia, et qui fait école, il y avait pour ceux qui s'y intéressent, dans le Monde de samedi dimanche, de pleines pages sur ce sujet, notamment à l'occasion de la loi Pacte, qui consacre dans la nouvelle rédaction du Code civil, cette réalité de l'entreprise, détentrice à la fois d'un rôle économique et d'un rôle sociétal. Donc ces trois faits lourds vont se télescoper probablement dans les années à venir, le problème est intéressant en termes géopolitiques parce qu'il n'existe pas, au contraire des relations interétatiques, d'organisation internationale régulatrice des comportements de ces entreprises. À part, pour l'instant, aujourd'hui, les juges nationaux, et encore faut-il pouvoir les actionner, quand il s'agit de leurs filiales en Birmanie ou ailleurs, il n'y a pas de statut du groupe au niveau mondial. C'est un des problèmes posés par les ONG. Au point qu'on doit se demander, au-delà des liens stratégiques et souverains qui existent et qui continueront d'exister entre business et État, s'il faut ou non parier sur cette responsabilisation des entreprises dans un contexte supranational, dans l'intérêt d'une stabilité mondiale qui se cherche en permanence, alors que les firmes, de mon point de vue d'observateur et d'un point de vue large, chaque cas étant particulier peut-être, n'ont pas démontré clairement aujourd'hui leur capacité à prendre en charge des enjeux mondiaux. C'est l'échec de l'autorégulation dans la lutte contre la corruption, l'éthique du digital aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, de la gestion des ressources naturelles et rares, des droits fondamentaux et du climat. Sur le climat, les trajectoires du business sont extrêmement modestes et encore lointaines. Tout ça est un problème. Et donc, en l'absence d'une gouvernance et de règles qui incitent à régler ces impacts négatifs, en allant au cœur des modèles de création de valeur et non pas en perpétuant ou prolongeant ou augmentant la philanthropie, on reste dans le jeu westphalien classique qui consiste à laisser les États utiliser leurs armées économiques, contrer celles des autres, comme on l'a toujours fait, ce que je peux appeler un livre qu'on a fait sur la nature politique de l'entrepreneur, le combat de Danone contre Gazprom, et c'est un sujet aujourd'hui non identifié. Alors, c'est là qu'on attend la réflexion et la parole des entrepreneurs. Que veulent-ils? Elle fait relativement défaut sur ces défis de régulation, à un niveau général. Leur organisation professionnelle s'intéresse d'abord aux mécanismes de la croissance. On a l'exemple du B20 adossé au G20. Bon, il n'est pas sur ces sujets. Elles ont une réflexion systémique extrêmement faible encore. Alors, il existe le WCSD à Genève, des fondations, des actions sectorielles. C'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une prise en charge au niveau critique où il se pose des enjeux collectifs, et le sujet dit du lobbying, on va parler, plus ou moins responsable, illustre tout à fait. Alors, il y a des pressions générationnelles qui vont faire changer les choses. Il y a des mouvements de ressourcement du management. Il y en a en France à HEC qui réécrit un peu ce que veut dire le management du point de vue durable. Il y a un cours à Harvard qui est un grand succès qui s'appelle Réimaginer le capitalisme. Il y a eu le rapport Nota-Sénard demandé par le gouvernement, ce que n'a pas approuvé les organisations professionnelles patronales, qui produisent une vision de ce qu'on appelle désormais le double projet entrepreneurial, social, sociétal, enfin qu'on appelle. Antoine Riboud l'avait porté en 1972, il avait été rejeté par le CNPF à l'époque, et qui a été transcrit dans la loi Pacte à travers le nouvel article 61 que je rappelais. Donc, il pose l'idée de raison d'être, il pose l'idée de mission, et là, il y a évidemment derrière un débat idéologique qui est un débat sur lequel les Anglais et les Américains nous ont précédés en réalité, hein, et l'ont traduit de manière plus souple que nous. Là-dessus, nous ne sommes pas forcément les lumières dans cette affaire. Mais ce qui est important, et on le voit là, en revanche en regardant les rapports qui s'accumulent des grandes organisations sur les grands enjeux du monde, du World Economic Forum en allant jusqu'à la CIA, les entreprises n'ont pas fait, au stade de leur gouvernance, aujourd'hui,
acte d'appropriation des défis géopolitiques, et notamment de ce défi du rapport de l'économie de marché à l'équilibre mondial. Alors, soit elle se laisse reprendre par la vague souverainiste qui anime les relations internationales, alignant leur gouvernance sur la pression des États, s'en servant, soit, c'est une question qui se pose aujourd'hui, elle participe de façon plus responsable à une logique de progrès universel attendue par les opinions, à quoi les engagent normalement les objectifs du développement durable, les fameux SDGs des Nations Unies, qui sont le méta-référentiel aujourd'hui proposé, voire, sans trop rêver, elles viennent au secours aussi de l'idée démocratique, qui n'est pas sans importance. Alors, on pourrait citer beaucoup de débats des mésaventures de l'Alliance Renault, en passant jusqu'au drame de Alstom, de Lafarge, de plein de sujets qu'on connaît, qu'on a en tête. J'en citerai un que je trouve le plus intéressant, sous le contrôle de Dominique Lamoureux de Thales, c'est la dernière déclaration de ce président qui dit « Moi, je vais faire de l'intelligence artificielle dans la défense autant qu'on veut, mais si j'ai pas de cadre de régulation, je risque trop, et donc j'appelle à un soutien. » Voilà une façon de poser le sujet. Mark Zuckerberg avait fait un manifeste il y a 2 ans sur nous sommes conscients de notre impact dans la communication, etc. Pour autant, il n'en a pas tiré les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc ces conflits-là, je termine, vont être croissants entre capitalisme d'État et puis libre entreprise. La question, c'est que le business n'a pas fait le choix aujourd'hui de sa vraie responsabilité, alors même que l'instabilité systémique suscite sa mise en cause par par la société civile. La finance, j'insiste pas, a beaucoup plus avancé aujourd'hui à travers une gestion de ces risques systémiques, à travers ce qu'on appelle la finance durable, et là, elle est en train de faire rentrer par l'épée dans les reins de l'industrie un peu un certain nombre de changements, mais pour autant, cette fameuse RSE reste limitée à quelques initiatives, et elle reste dans le champ du déclaratif et dans le champ aujourd'hui un petit peu de ce qu'on va appeler un peu un peu le travail de pionnier. Bon, on n'a pas réinversé aujourd'hui la théorie de l'agence de Friedman fondamentalement encore, même si les mouvements sont là. Donc pour terminer, je dirais que des traditions coloniales qui perdurent à la régulation des marchés qui émergent, très difficilement, la mondialisation met désormais les entreprises face à leur volonté ou non de favoriser la stabilité et le progrès de l'ordre mondial, en dehors de quoi elles n'échapperont pas au suivisme opportuniste des stratégies d'État. Et c'est toute la crédibilité du concept de responsabilité et de bonne gouvernance qui est aujourd'hui sur la table. Donc, ce qu'on appelle en anglais, le mot résume bien, sustainability, c'est-à-dire les enjeux de climat, de ressources, de droits humains, sociaux, de transparence, respect des régulations, portés par les Nations Unies. Et pour reprendre une phrase que j'aime beaucoup, issue du sommet de la Terre de Johannesburg, y aura-t-il des entreprises qui gagnent dans un monde qui perd? Voilà un peu, si vous voulez, rappeler ceci, non sans dire qu'il y a des mouvements quand même intéressants, des signaux. Madame Warren, candidate démocrate, qui dit qu'il faut démanteler les GAFAM et qu'ils ont une influence politique trop grande. C'est une américaine. Donc voilà un message à qui veut l'entendre. Mais pour autant, dans le magma des institutions internationales, des organisations qui se sont mises en place, on ne voit pas aujourd'hui de pilotage, on ne voit pas aujourd'hui de prise de responsabilité. Et donc, la crise de légitimité aujourd'hui à laquelle font face les grandes entreprises fortes de leur expansion aujourd'hui un peu sans limite, garde ces sous-jacents. Donc, sous forme de souhait, on peut conclure qu'on aimerait que, eu égard à l'enjeu climatique et à l'enjeu aussi que nous, Européens, portons en termes de valeurs, en termes de modèles, qui doit servir une vision de l'ordre humain et pas simplement de la croissance quantitative. On souhaiterait qu'il y ait cette matrice nouvelle d'une pensée géopolitique au sein du business. Pour autant, elle est encore probablement au stade balbutiant, et je laisse aux acteurs qui vont s'exprimer ici le soin de dire si ce balbutiement sont des premiers pas d'un enfant qui va grandir, ou si ils sont à ce point fragiles et aujourd'hui un peu désespérants. Voilà pour ce constat.
Merci Patrick pour ce panorama extrêmement détaillé. Donc j'en retiens que les entreprises sont à la croisée des chemins et que les enjeux sont aussi importants que la démocratie et la stabilité dans ce monde. Pierre Victoria, qu'en pensez-vous? Je vous laisse la parole. Merci d'abord de votre... Super. Voilà. Merci de votre invitation. Pierre Victoria, donc je suis directeur du développement durable du groupe Veolia, qui ne fait pas encore partie des GAFA. Donc mon intervention sera liée à ce que nous sommes. Et pour être précis aussi, je voudrais dire que j'ai été pendant 4 ans administrateur de Veolia en tant que représentant des salariés. Donc je reviendrai peut-être un peu aussi sur les questions de l'intégration des sujets de développement durable et de RSE à l'intérieur de la gouvernance de l'entreprise, qui me semble aussi un enjeu majeur. Donc, Veolia n'est pas les GAFA, et d'ailleurs ça se revoit à travers le plan effectivement de développement durable et de RSE du groupe. Nous avons 3 engagements pour la planète qui concernent le climat, la biodiversité et l'économie circulaire. Nous en avons 3 sur les territoires, sur lesquels je reviendrai, et 3 pour les salariés, ce qui veut bien dire que nous sommes une entreprise dont l'objet et la mission est de répondre à des services environnementaux. La deuxième, c'est que nous sommes qu'un acteur de proximité. Alors, les services environnementaux, pour nous, c'est l'eau, la propreté, les déchets et l'énergie. Nous sommes un acteur de proximité puisque nous gérons des services de proximité pour des clients de proximité. On n'est pas du tout sur des logiques de transport, et a fortiori, donc notre monde à nous est celui du territoire local, ce qui induit bien évidemment un certain type de propos et de vision des choses. Et nous sommes un métier de service et non pas un homme d'industrie, et donc la capacité à faire notre travail et à répondre aux attentes de nos clients dépend totalement du bien-être et de la qualité du travail fait par les femmes et les hommes de notre entreprise. 168 000 salariés, 46 pays à travers des contrats de longue durée, et aujourd'hui la France représente à peine 20% de l'activité du groupe Veolia, et nous sommes, ce qui est moins connu sans doute, quasiment à parité entre clients industriels et clients publics aujourd'hui. Et sans doute que les choses vont s'inverser dans les années qui viennent. C'est-à-dire que nous aurons plus de clients industriels dans les 5 ans qui viennent que de clients publics, tout simplement parce que nous avons effectivement, et ça rejoint un certain nombre de choses, beaucoup d'acteurs économiques et industriels qui ont des besoins et des nécessités de traiter leurs questions environnementales et leurs externalités environnementales, et pour qui nous apparaissons bien évidemment comme des spécialistes des choses. Alors, acteur local, et pourtant, dès le départ de l'histoire, 1853, en fait, on est un pur produit du mouvement hygiéniste français, de Pasteur, qui déclarait « Nous buvons 80% de nos maladies », puisque l'entreprise a été créée sous Napoléon III, d'abord pour lutter contre les maladies hydriques, et notamment contre le choléra, qui était dans la plupart des grandes villes urbaines. C'est pour ça que Veolia, dès le départ, la Compagnie Générale des Eaux, pour rappeler les choses telles qu'elles étaient à l'époque, va se développer très vite à l'international, à Paris, à Londres, à Istanbul, partout où les questions des maladies hydriques vont se propager. Et avec le hasard de l'histoire fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous assurons toujours le secrétariat de la Global Alliance Against Cholera, puisque la question du choléra, en particulier dans les cas de conflits ou de conflits ou de catastrophes naturelles, est un sujet majeur que d'être capable de faire en sorte de lutter contre les maladies hydriques. Aujourd'hui, et ce qui est important par rapport au sujet sur les questions de géopolitique, c'est qu'on est dans une logique, et ça a été la décision fondamentale d'Antoine Frérot, de faire un One Veolia, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il n'y a plus qu'un patron Veolia, quelle que soit la nature des métiers, puisque le grand objet, les objets sur lesquels aujourd'hui, ou nos missions qui sont les nôtres, derrière les terminologies un peu communicatives de ressourcer le monde, en fait, c'est vraiment de créer des boucles locales d'économie circulaire, donc de faire en sorte que eau, déchets, énergie fonctionnent de façon territoriale et puissent répondre au problème essentiel, c'est comment répondre à des besoins essentiels ou à des besoins de développement en prélevant de moins en moins sur les ressources. C'est-à-dire comment faire plus avec moins, fondamentalement, c'est ça le sujet, et c'est pour ça que les questions et du développement durable et de l'environnement sont sans doute très importantes, particulièrement importantes pour une entreprise comme la nôtre. La question de la géopolitique, comment elle se pose? D'abord, je dirais qu'on a d'abord découvert la géographie avant de découvrir la géopolitique, puisque acteur de l'eau, on a surtout appris que les fleuves n'avaient pas de frontières
et que les 2/3 des fleuves étaient transfrontaliers, que 270 bassins étaient transfrontaliers par le monde. Et on a aussi appris que, contrairement aux marronniers journalistiques sur les guerres de l'eau, l'eau était beaucoup plus un facteur de partage et de dialogue qu'un facteur de conflit, de guerre. On pourra y revenir pour vous qui êtes des spécialistes du sujet, mais c'est quand même ce que nous apprend l'histoire, et que même pendant la guerre du Vietnam, l'accord de partage sur le Mékong continuait à fonctionner, et heureusement. Donc l'eau, facteur de partage, plus de conflits. D'ailleurs, il y a même des historiens qui considèrent aujourd'hui que si on n'a pas, au moment de la révolution industrielle, autant développé le secteur de l'hydraulicité au profit du charbon, c'était justement pour revenir sur le sujet du climat, parce que l'hydraulicité imposait quelque part une logique de partage dans un monde qui devenait de plus en plus individualiste, et où chacun voulait être maître tout seul de sa propre source d'énergie et de production. Ça, c'est la petite parenthèse. Nous, ce qu'on a découvert, alors, à travers le One Veolia et la décision d'Antoine Frérot de faire non seulement le One Veolia, mais de faire aussi en sorte qu'on ait les mêmes engagements en matière de développement durable et de RSE dans les 46 pays du monde où nous intervenons de façon durable et à travers des contrats de longue durée, et qui concernent tous les continents du monde. Bien évidemment, c'était de faire en sorte que nous soyons à la fois une entreprise territoriale et à la fois une entreprise globale. Et le sujet n'était pas évident du tout, puisque pendant très longtemps, on arguait chacun, alors c'est encore plus vrai lorsque vous aviez le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, le secteur de la propreté, et à l'époque le secteur de transport, qui aujourd'hui avons cédé à la Caisse des dépôts, nous expliquait que chez eux, c'était pas possible de faire comme ça. Donc on avait une double difficulté à avoir des engagements qui soient collectifs à travers des métiers qui se considéraient les uns comme des autres, mais qu'en plus, quand vous aviez une géographie de 46 pays, on vous expliquait que chez nous, c'est pas pareil, que les us et les coutumes sont pas pareils, qu'on respecte les lois et les règlements, mais qu'il ne faut pas nous imposer quelque part des contraintes qui sont faites. Or, il était évident lorsque, en 2015, en tous les cas, on a créé nos engagements en matière de développement durable et RSE, que la légitimité de l'entreprise passait sa capacité à avoir une responsabilité globale, et cette responsabilité, elle devait se faire, quels que soient les niveaux de développement et quelles que soient les géographies où nous étions. Et c'est ça qui a été l'élément enclenchant, en fait, de la situation d'aujourd'hui. Ça a été, nous sommes une entreprise globale, il ne suffit pas de se cacher derrière des règlements ou des lois nationales, nous prenons des engagements globaux pour l'ensemble des pays, quelles que soient les lois et les règlements des différents pays. Ce qui, bien évidemment, a changé beaucoup de choses, et qui nous a amené aussi, j'irais plus dans ma direction, à savoir dans quel cadre international on se situait pour être capable de promouvoir des engagements de ce type-là. Et là, je vous avoue qu'on a eu, et que j'ai eu, un certain nombre d'interrogations et de réflexions que je voudrais vous faire partager aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous allez au Global Compact, qui est aujourd'hui l'organisme au sein des Nations Unies qui suit particulièrement les entreprises, au départ essentiellement sur les droits de l'homme, allongé d'ailleurs à la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption, mais qui aussi embrassait beaucoup de sujets, et ça a été mon grand étonnement personnel, qui me semblait sortir complètement des engagements du Global Compact. C'est-à-dire, très clairement, dans les réunions du Global Compact, les discours dominants, c'est quand même le discours de l'entreprise doit se substituer à des autorités politiques déficientes et doit apporter, faire des écoles, dans le domaine de la santé, être dans la puisque le secteur public, lui, a complètement failli. Et pour nous qui avions une tradition de relations avec les autorités publiques et un système de contractuel qui est la délégation de services publics, que la loi Sapin 1 a quelque part donné, a rendu officiel, je veux dire, en termes de système de gestion à côté des marchés publics, et qui se fondait sur un dialogue avec les pouvoirs publics, nous avons beaucoup de mal à rentrer dans des jeux qui étaient dans des jeux de substitution du monde économique ou du monde politique. Je le dis parce que c'est pas seulement nous, Veolia d'ailleurs, hein, c'est aussi un certain nombre de mes collègues français qui ont ressenti cette propre gêne et ce propre élément de difficulté. Et lorsque nous avons d'ailleurs, autour de notre politique développement durable RSE, je viendrai après sur la situation française, nous avons un comité d'experts qu'on appelle les comités Critical Friends, c'est-à-dire que toutes les grandes décisions qui entraînent des réflexions sur les impacts sociaux et environnementaux passent chez nous par un comité d'experts dans le domaine environnementaux et sociaux. Donc, l'essentiel sont des étrangers
qui ont travaillé sur des sujets comme voilà, est-ce que nous devons aller dans le gaz de schiste? Est-ce que nous pouvons s'appeler Veolia et dans le démantèlement nucléaire? Qu'est-ce que nous allons faire de nos 3% d'activité de chiffre d'affaires que nous avons dans le charbon dans les pays de l'Est? Ce sont des gens qui nous accompagnent dans un processus de décision. Et souvent, ceux qui sont d'autres pays que la France ont aussi ce discours extrêmement critique vis-à-vis du monde politique, en disant, dans le fond, vous passez trop de temps à essayer de travailler avec des autorités publiques et insuffisamment avec des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont libres, souvent par rapport au monde politique. En plus, la digitalisation du monde vous permet de travailler avec eux de façon beaucoup plus forte. Les innovations permettent également de proposer des offres décentralisées beaucoup plus importantes. Vous devez être capable de sortir de ce dialogue unilatéral vis-à-vis du monde politique. Et je le dis parce que pour nous, c'est une vraie question, une vraie interrogation. Je voudrais juste vous lire, il ne faut pas être trop long, les deux phrases qui m'ont beaucoup frappé d'une étude faite par BETC. Alors BETC, c'est la filiale consommateur de Havas, donc ce n'est pas les gens qui font dans la stratégie politique ou dans la géopolitique, et qui a fait une étude autour de 10 000 personnes dans 28 pays sur la vision, dans le fond, des consommateurs par rapport des entreprises. Je vous dis juste deux phrases pour bien comprendre le monde dans lequel on est. Pour jouer un rôle dans le changement, les gens sont désormais conscients d'avoir un pouvoir leur consommation. Les critères de préférence des marques sont aujourd'hui liés à la question des valeurs de l'entreprise. On va choisir celles dont on pense qu'elles sont les meilleures et à l'inverse, éviter celles que l'on considère comme faisant peser des risques pour tout le monde. À cet égard, 80% des prosumers, les prosumers, ils ont considéré qu'il y avait encore 30% des consommateurs dans le monde qui étaient particulièrement attentifs aux questions sociales et environnementales dans leur choix d'acheter un produit ou un service. Donc 80% des prosumers, 61% des mainstream déclarent être plus enclins à acheter des produits d'une entreprise responsable. Le rôle et les actions d'une entreprise deviennent déterminants parce que la main invisible du marché ne suffit plus. Une obligation éthique pèse désormais sur la manière dont les entreprises opèrent. C'est un bouleversement du corporate qui, sous l'influence des consommateurs, est en train de s'opérer. Et je voudrais dire une deuxième phrase, et je ne voudrais pas être trop long après. En conséquence, le rôle de l'entreprise devient central. 88% des prosumers, c'est ce que j'ai cité, pensent que l'entreprise a autant de responsabilités du progrès social que l'État, et 75% d'entre eux estiment que l'entreprise doit rendre le monde meilleur. Les nouvelles attentes ne sont pas naïves, les gens cherchent des alliés avec qui coopérer. Pour 80% des prosumers, 78% du mainstream, c'est une coopération entre consommateurs et entreprises qui permettra de rendre le monde meilleur, une conviction d'autant plus forte dans les pays émergents. Voilà, juste pour vous dire, voilà le monde. Et si on parle aujourd'hui de post-RSE ou d'aller au-delà de la RSE, c'est bien parce qu'il ne s'agit plus d'une question de légitimité pour l'entreprise que de bien dialoguer, de bien traiter ses salariés, c'est fondamentalement d'avoir un comportement qui réponde aux attentes du consommateur, parce que s'ils ne sont pas dans cette là, eh ben, ils disparaîtront d'une grande partie du jeu. Et enfin, je voudrais juste finir un mot, et après j'arrête là. Sylvie, vous disiez tout à l'heure que l'entreprise est fortement interpellée par rapport aux questions sociales. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit très fortement interpellée. Je suis extrêmement étonné, par exemple, que les Gilets jaunes, à aucun moment donné, n'aient demandé aux entreprises des augmentations de salaire ou des luttes contre les inégalités. Elles ont appelé le pouvoir politique au plus haut sommet à le faire, mais pas les entreprises, pas leurs propres employeurs. Ce qui d'ailleurs est une vraie question, puisqu'elle peut poser des questions sur le poids du monde syndical, sur le dialogue social, sur le combat syndical, sur le rôle des administrateurs salariés dans les entreprises, puisque tout le champ de la revendication passe par le politique, et on attend du politique qui régule l'entreprise et qui l'oblige l'entreprise. Ça veut dire bien que l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie ou du débat, c'est qu'il se passe ailleurs. Et c'est ça qui me frappe le plus important. Et juste pour finir là-dessus, il y a eu donc au mois de décembre, en pleine période de crise sociale, un appel de 13 patrons d'entreprises et parmi les plus importants à une société plus inclusive, assortie de 30 engagements, tout ça dans une grande tribu de monde. Ils étaient tout passés de 13 à 19. Honnêtement, personne n'en a parlé, ni médiatiquement, ni politiquement. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas les entreprises, là où pourtant c'est leur responsabilité, c'est être capable effectivement de produire du bien-être et d'améliorer la situation des salariés. Voilà ce que je voulais dire un peu sur ce commentaire.
Merci Pierre Victoria d'avoir remis le consommateur aussi dans le débat et dans le jeu. Alors les Gilets jaunes, ils ont rencontré un samedi après-midi le directeur du Starbucks sur les Champs-Élysées, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est clair que sur un certain nombre de sujets, les entreprises sont au cœur d'une éventuelle solution et que c'est assez étonnant qu'il n'ait pas interpellé plus que ça les entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pardon, avec vous. Qu'en est-il des questions de... On fatigue un petit peu à cette heure-ci. Qu'en est-il des questions de corruption et de lutte contre la corruption? Illustration, s'il en est, de cette question de l'entreprise et de la géopolitique. Je laisse la parole tout de suite à Charles Duchesne. Merci madame, j'aurais beaucoup de mal à trouver une transition entre ce que je vais vous dire et ce que je viens d'entendre. Enfin, vous m'avez demandé, donc je suis directeur de l'Agence française anticorruption, et vous m'avez demandé de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire je vais vous expliquer pourquoi elle a été créée, pourquoi cette agence a été créée, quelles sont ses missions, et puis j'essaierai non pas de me hasarder à faire de la géopolitique, mais enfin à expliquer ce que peut-être nous pouvons faire au-delà de nos frontières, ou en tout cas avec ceux qui font la même chose que nous au-delà de nos frontières. Alors cette agence, qui est un service à compétence nationale, qui est placé sous l'autorité de 2 ministres, le ministre de la Justice et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a donc été créée par la loi du 9 décembre 2016 et a repris en partie, enfin une partie, la totalité des activités d'un service qui s'appelait le Service central de prévention de la corruption, qui avait été créé par la loi Sapin 1, qui était également un service à compétence nationale et qui était rattaché au seul ministre de la Justice. Je voudrais vous dire 2 mots sur ce que je crois être les causes profondes de cette création. Ce n'est pas un retour instantané à la vertu, ça se saurait. C'est plutôt d'abord la réponse à des questions d'image, puisque la France était un peu montrée du doigt par les Nations Unies, par l'OCDE, par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, mais je me garde les États-Unis pour plus tard. On s'est aperçu qu'il était temps de faire quelque chose pour essayer de restaurer cette image. C'est une des premières préoccupations. Et puis, disons-le, il y avait aussi, peut-être surtout, une préoccupation économique, puisque les Américains, entre autres, nous reprochant de ne pas traiter les questions de corruption et essentiellement les questions de corruption d'agents publics étrangers, s'était mis à les traiter pour nous et à condamner nos entreprises très lourdement. Et je ne vous le cache pas, à mon avis, dans des conditions qui peuvent s'apparenter à des actions de guerre économique. Soyons très clairs là-dessus. Je précise aussi que les entreprises en question n'ont pas protesté de leur innocence, c'est-à-dire qu'elles étaient coupables des faits pour lesquels elles ont accepté de payer les amendes qu'elles ont payées, mais j'allais dire que la programmation des contrôles, comme on dit chez nous, était quand même peut-être un petit peu orientée, et d'après les gens qui ont étudié de près les sanctions américaines et l'action de la justice américaine, les entreprises occidentales étaient beaucoup plus, et notamment françaises, et surtout celles qui constituaient une concurrence forte pour les États-Unis, ont été davantage poursuivies que les entreprises américaines ou que les entreprises chinoises. Par exemple, je me souviens d'avoir posé la question à un représentant du département américain de la justice en lui demandant ce qu'il faisait avec les Chinois, et il a eu bien du mal à me donner le nom d'une société chinoise qui avait été poursuivie en matière de corruption par le département américain de la justice. Alors, c'est donc sur des considérations économiques, en partie, que cette agence a été créée, avec deux missions essentielles, des missions de conseil et des missions de contrôle. Et la grande innovation de la loi a été de mettre en place une obligation de prévention de la corruption, en particulier pour les grandes entreprises, celles qui ont au moins 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Alors je dis que c'est la principale innovation, et c'est même une spécificité de notre système, parce que dans la plupart des systèmes, les précautions, les mécanismes de prévention mis en place par les entreprises sont appréciés à l'occasion de poursuites pour corruption, mais ne font pas l'objet d'une obligation
préalable en dehors de toute poursuite. C'est vraiment la spécificité de notre système que d'imposer la mise en œuvre de procédures destinées à prévenir la corruption, en particulier la loi impose aux grandes entreprises, c'est l'article 17 de la loi qui le prévoit, l'obligation d'établir une cartographie de leurs risques pour apprécier de façon très précise quels sont les risques encourus. Et puis ensuite, la loi impose 7, 6 ou 7 autres mesures qui en fait ne font que répondre à cette identification préalable des risques, c'est-à-dire l'obligation d'adopter un code de conduite intégré au règlement intérieur, l'obligation d'assurer une formation des cadres et des personnes les plus exposées, l'obligation de mettre en œuvre un régime disciplinaire, l'obligation de se livrer, et ce n'est pas l'obligation la plus simple, à une évaluation des tiers, des fournisseurs, des clients, des intermédiaires, l'obligation de mettre en œuvre un contrôle comptable pour s'assurer que les livres et les registres ne servent pas à dissimuler des faits de corruption, et puis sans doute d'autres mesures que j'oublie, mais enfin je n'entends pas être exhaustif. Alors, je sais que ce qui vous intéresse ici, c'est le monde des entreprises et c'est la corruption ou l'anticorruption dans les entreprises, mais je ne peux quand même pas venir ici sans vous dire que le législateur a aussi prévu, et c'est l'article 3 de la loi qui le prévoit, l'obligation pour les administrations publiques, alors les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements, etc., les fondations, associations reconnues d'utilité publique, donc également une obligation pour toutes ces organisations de mettre en œuvre des dispositifs de prévention de la corruption. Toutefois, le législateur n'a ni défini un référentiel comme celui que je viens de vous indiquer, ni prévu, en cas de manquement, donc un référentiel qui n'existe pas, de sanctions susceptibles d'être prononcées. C'est pourquoi je vous disais que les aspects vertueux de la loi avaient peut-être été un peu oubliés, parce que mon expérience de 25 années en qualité de juge d'instruction m'a amené à m'apercevoir assez vite que la corruption, ça se faisait généralement à 2, voire davantage, et généralement entre un acteur public et un acteur privé, même s'il y a de la corruption privé-privé et privé-public, et tous les cas de figure sont envisageables, mais en général, on trouve quand même des acteurs publics et que les dossiers de corruption dont nous avons entendu parler depuis les années 80 impliquaient généralement des acteurs publics. Voilà, je n'insisterai pas davantage sur les aspects publics. Si tout à l'heure vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Je vais simplement vous donner une petite idée de la façon dont nous exerçons nos missions et surtout vous dire ce que nous envisageons sur un plan plus international. Parce que le climat, l'environnement, ce qui fait je compare souvent la lutte contre la corruption avec la protection de l'environnement, si vous voulez. On ne peut pas faire ça dans son coin, parce qu'on n'arrivera à rien. Et aujourd'hui, la régulation et l'anticorruption, c'est une question qui dépasse largement nos frontières, et nous devons travailler ensemble pour essayer non pas d'éradiquer la corruption, on n'y arrivera pas, ça existe depuis l'Antiquité, je crois, en tout cas on en parle depuis cette époque-là, mais on peut essayer de la limiter, de la cantonner. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous sommes un service à compétence nationale, placé sous l'autorité de 2 ministres, ce qui suscite un certain nombre d'interrogations, puisque nous sommes dans une situation de subordination administrative, et je précise d'ores et déjà que l'article 2 de la loi prévoit que le directeur de l'agence ne peut ni solliciter ni recevoir d'instructions d'une quelconque autorité administrative ou gouvernementale. Et je conclus en vous disant, nous bénéficions de toute la liberté dont nous avons besoin pour mener nos missions, et j'y veillerai tant que ce sera moi. Après, je ne sais pas comment les choses se passeront, mais il est clair que nous ne pouvons pas exercer ces missions en étant régissant sous une quelconque contrainte ou orientation, et pour l'instant, nous le faisons en toute indépendance. Nous avons aujourd'hui 62 ou 63 emplois temps plein sur un objectif cible de 70. Et je vous l'indiquais tout à l'heure, nous avons des missions de conseil, des missions de contrôle. Ces missions de conseil consistent à faire de la formation, de l'information auprès des grandes écoles, auprès des universités, également auprès des entreprises qui nous sollicitent, auprès des administrations, quelles qu'elles soient.
Nous avons également la charge, dans le cadre de cette mission, d'assurer la coordination administrative, notamment au plan interne, mais également au plan international, c'est-à-dire que nous sommes chargés d'assister les autorités compétentes dans l'élaboration des positions qu'elles adoptent dans les enceintes internationales. Et c'est pas inintéressant parce que, sans esprit polémique, hein, sans critique, jusqu'à ce jour, ça a été un peu la cacophonie, si vous voulez. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est que l'ensemble des institutions de l'État puissent avoir une position claire, partagée sur ces questions-là, de façon à ce que la voix de la France puisse porter dans les enceintes internationales. Si nous n'arrivons pas à ça, je pense que nous n'arriverons à rien. Je vais vous dire deux mots de nos missions de conseil, de contrôle, pardon. Dans les missions de conseil, nous avons aussi la charge très lourde de mettre en œuvre un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. Ça va au-delà des aspects préventifs, hein, ça embrasse tout le spectre, c'est-à-dire de la prévention jusqu'à la poursuite et à la répression, le cas échéant. Et pour votre parfaite information, nous avons communiqué à nos cabinets, il y a déjà plusieurs mois, un projet de plan pluriannuel de lutte contre la corruption. Nous attendons sa validation et nous devrons ensuite, nous avons déjà commencé d'ailleurs, essayer de convaincre l'ensemble des ministères et qui sait aussi les entreprises, parce que plus rien ne fonctionne de façon cloisonnée, de mettre en œuvre tous les dispositifs qu'ils pourront mettre en œuvre, chacun en ce qui les concerne, pour contribuer à la mise en place et à la bonne marche de ce plan. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de la substitution des acteurs économiques aux acteurs politiques. On est en plein dedans. Je me souviens des propos tenus à Londres par Dominique Lamoureux. L'entreprise est partout, on demande tout à l'entreprise. Et en effet, l'État a réussi quand même un magnifique coup à travers cette loi en déléguant à l'entreprise et aux administrations aussi, mais enfin, aux administrations sans conséquence, j'allais dire, puisqu'il n'y a ni référentiel ni sanction, mais en déléguant aux entreprises le soin de s'auto-contrôler. C'est-à-dire qu'en leur demandant de mettre en œuvre ces dispositifs anticorruption, à leurs frais naturellement, eh bien l'État a décuplé ses capacités de contrôle, puisque l'entreprise s'autocontrôle, soyons bien clairs, nous ne travaillerons jamais qu'avec les volontaires. Ceux qui ne voudront pas adhérer au dispositif n'y adhéreront jamais, continueront de faire ce qu'ils veulent dans leur coin. Les entreprises qui accepteront, elles ont raison, d'adhérer à ce système-là, eh bien elles travaillent avec nous. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que ça a opéré, j'espère en tout cas, un rapprochement en tout cas entre notre agence et le monde de l'entreprise. Et pas plus tard que cet après-midi, nous avions encore dans nos bureaux des avocats qui s'expriment évidemment au nom de leurs clients, c'est-à-dire au nom des entreprises, et nous essayons de travailler ensemble, d'aller dans le même sens. Et je trouve que à cet égard, c'est une excellente chose. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un poids pour l'entreprise que d'avoir à mettre en place ces dispositifs. Et nous sommes finalement dans un rôle assez confortable qui consiste à aller vérifier ponctuellement si les obligations légales ont été satisfaites ou pas. Alors si, à l'occasion de nos contrôles qui sont décidés par le directeur et par lui seul, en toute indépendance, j'insiste, mais pas trop quand même, parce que vous finiriez par ne plus me croire, à l'occasion de ces contrôles, nous allons vérifier non pas s'il y a de la corruption dans l'entreprise, c'est pas notre métier, ça c'est le travail de la police judiciaire, nous allons vérifier si les procédures prévues par la loi ont effectivement été mises en œuvre, si elles existent, et puis surtout, parce que nous avons à cœur de faire un travail en profondeur et durable, nous allons vérifier si ces procédures sont des procédures cosmétiques et apparentes, simplement, ou si ce sont des procédures qui sont effectivement mises en œuvre dans les métiers de l'entreprise et dans l'activité quotidienne de l'entreprise. Ce qui nous conduit à demander un certain nombre de pièces, un certain nombre de documents, un certain nombre de dossiers, pour essayer de voir si la théorie est mise en pratique ou si nous avons affaire à une espèce d'écran de fumée qui serait sans doute très confortable pour ceux qui ne veulent rien faire, mais qui finalement ne contribuerait absolument pas à crédibiliser notre système, et c'est le souhait du législateur. Je vous rappelle que si nous sommes sensibles à notre image, c'est d'abord parce que nous avons sans doute encore un peu de conscience, mais c'est aussi parce que nous sommes contrôlés. Nous sommes contrôlés par l'ONU, nous sommes contrôlés par le groupe des États contre la corruption de l'Union européenne, nous sommes contrôlés par un certain nombre de mécanismes, ce qu'on appelle le contrôle par les pairs, et ce contrôle se fait sans complaisance, et nous avons donc intérêt à avoir des dispositifs parfaitement aux normes.
Lorsque des manquements sont constatés à l'occasion de nos contrôles, ils sont constatés dans un rapport écrit qui est soumis à l'entreprise, laquelle est en droit évidemment de faire des observations. Et à l'issue de cette procédure contradictoire, le directeur de l'agence a pour mission soit de classer le dossier s'il estime qu'il ne comporte pas de suite, soit d'adresser un avertissement à l'entreprise, au chef d'entreprise, puisque la loi prévoit, et c'est très clair, que c'est le responsable, personne physique de l'entreprise, c'est le dirigeant qui est responsable de la mise en œuvre de ce dispositif, et c'est très bien parce que, je vais dire que c'est un facteur très incitatif. Ça ne pèse pas sur la personne morale ou sur on ne sait qui, ce sont les dirigeants qui sont responsables. Le directeur de l'agence peut également décider de saisir la commission des sanctions, qui est une instance administrative, qui à ce jour ne s'est pas encore réunie, que j'ai saisie pour la première fois le 13 mars dernier, et qui est composé de 6 magistrats, 2 issus du Conseil d'État, 2 de la Cour des comptes, 2 de la Cour de cassation, et qui peut, à la demande du directeur et sur proposition du directeur, prononcer des sanctions qui sont de 2 ordres, 3 ordres. La première sanction, c'est celle de soumettre l'entreprise à l'obligation de mettre en œuvre un plan de conformité anticorruption, donc conforme au point que j'ai énuméré tout à l'heure, sous le contrôle de notre agence. La commission des sanctions peut également prononcer des sanctions pécuniaires allant jusqu'à 1 million d'euros pour la personne morale et 200 000 euros pour les personnes physiques. Et enfin, elle peut ordonner la publicité, l'affichage, la diffusion de sa décision. Ces sanctions administratives n'étant évidemment pas exclusives, le cas échéant, si des faits de corruption apparaissaient, de poursuites et de sanctions pénales classiques. Alors, je m'arrête un instant sur les sanctions pénales. La deuxième innovation de la loi, qui est assez importante, c'est la création de la convention judiciaire d'intérêt public, qui permet au procureur de la République, avant l'engagement de poursuites, donc de poursuites classiques devant un tribunal correctionnel, de proposer à l'entreprise, et en particulier évidemment à ses dirigeants, puisque c'est eux qui parlent, d'accepter une transaction qui se traduit habituellement par également l'engagement de se soumettre à un programme de conformité anticorruption sous le contrôle de notre agence pendant une durée, je crois, maximum de 3 ans, et qui permet également de négocier une amende dite d'intérêt public qui doit rester proportionnée à l'enrichissement tiré par l'entreprise concernée à l'occasion de la commission des faits, mais qui ne peut excéder 30% du chiffre d'affaires calculé par référence aux 3 derniers exercices. Ça peut représenter, vous vous en doutez, des peines pécuniaires extrêmement lourdes. Nous avons actuellement 4 ou 5 conventions judiciaires d'intérêt public en cours, puisque nous sommes chargés du suivi de leur exécution. J'ai peur d'oublier quelque chose à ce propos. Sur les effets de cette convention, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il permet tout à la fois de sanctionner la personne morale, essentiellement donc par ces peines d'amende et d'injonction, sans constituer une déclaration de culpabilité et sans entraîner d'inscription de la sanction, donc, au casier judiciaire. Alors, quel est l'intérêt? Un certain nombre de mes collègues ont levé les bras au ciel à l'époque en disant que c'était là l'avènement d'une justice à 2 vitesses. Certainement pas, parce que de toute façon, dans l'application des procédures classiques, les peines susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales, à part la dissolution, qu'on ne prononce jamais, sauf dans des cas très particuliers, ce sont essentiellement des sanctions pécuniaires, des amendes, et par conséquent, la Convention judiciaire d'intérêt public agit exactement de la même façon. En revanche, le gros avantage de cette mesure, c'est qu'elle évite l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire et qu'elle ne peut donc pas être opposée à l'entreprise pour l'écarter des marchés publics. En un mot, on sanctionne, mais on n'interdit pas la poursuite de l'activité économique de l'entreprise. Alors, j'ai certainement pas été complet sur la description et les missions de l'agence, mais si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je voudrais simplement, en vous parlant de la Convention judiciaire d'intérêt public, vous dire
Quelle est notre stratégie? Nos résultats sont très minces pour l'instant. Nous avons 2 ans d'existence. Je ne sais pas si nous arriverons d'ailleurs à atteindre les résultats que nous nous sommes assignés, mais je voudrais quand même vous dire 2 mots sur ce qu'est notre stratégie. Notre stratégie n'est pas évidemment de protéger les corrupteurs ou les corrompus. Nous participons à notre façon, en matière de prévention, à la lutte contre la corruption. Et après 30 ans passés dans la justice, j'ai perdu beaucoup d'illusions sur les mérites de la prévention, pas en matière de corruption. Précisément pas en matière de corruption, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, pardonnez-moi la métaphore, mais nous ne vendons pas des casques, nous vendons des échafaudages. C'est-à-dire que nous ne vendons pas de la protection individuelle, nous vendons de la protection collective. Il est bien évident que celui qui ne voudra pas écouter ce qu'on lui dit continuera de faire ce qu'il veut faire et prendra le risque, le cas échéant, s'il est attrapé un jour, malheureusement il a peu de chances d'être attrapé et c'est pour ça qu'il continue, il sera condamné et il paiera le prix. Nous vendons des équipements de protection collective, c'est-à-dire que nous proposons aux administrations, nous proposons aux entreprises de mettre en œuvre des dispositifs qui s'appliquent à l'entièreté de l'entreprise ou du groupe et qui permettent non pas d'éliminer absolument tout risque de corruption, mais de les réduire dans des conditions telles que si chacun joue le jeu, on peut arriver à des résultats très significatifs et puis surtout, et là j'insiste beaucoup là-dessus, on peut faire de façon beaucoup plus sérieuse le départ entre les responsabilités. Il sera beaucoup plus facile pour la justice pénale, répressive, de serrer les responsabilités face à un programme de conformité anticorruption parfait et éprouvé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en matière pénale, la responsabilité de la personne morale est engagée du fait des agissements de son organe ou de son représentant. Si l'organe ou le représentant d'un groupe met en œuvre toutes les dispositions de l'article 17 de la loi Sapin II et que des faits de corruption se produisent dans une de ses filiales, dans une de ses agences, eh bien, je ne dis pas qu'il sera forcément innocent de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il pourra très largement apporter la preuve, que l'acte de corruption commis ne résulte pas d'une politique de l'entreprise, que c'est un fait isolé, accidentel et qui relève de la seule responsabilité d'un individu ou d'un petit groupe d'individus, et il pourra donc dégager à la fois sa responsabilité en tant que dirigeant, au plan pénal j'entends, et la responsabilité pénale de l'entreprise, ce qui n'est pas totalement neutre. C'est pourquoi je pense que notre système français a des vertus. Certains systèmes apprécient la mise en œuvre des dispositifs anticorruption dans les entreprises à l'occasion de poursuites. Nous le faisons avant, et je pense que nous sommes vraiment dans un rôle intéressant et qui, je pense, ne va pas tarder à être copié par d'autres pays. Au plan international, je vous indiquais que nous avons pour ambition, non pas d'empêcher les juridictions étrangères de faire leur travail, mais de ne pas continuer à se lamenter des sanctions prononcées sans agir, sans intervenir et sans essayer de comprendre ce qui se passe. Le reproche qui nous a été fait par les autorités américaines, pour ne parler que d'elles, était nos entreprises mettent en œuvre des programmes très sérieux de conformité anticorruption et finalement se retrouvent concurrencées dans certains secteurs ou dans certains pays par des entreprises françaises qui ne font rien, qui continuent de verser des pots de vin. C'est pas faux d'ailleurs, hein. J'ai été juge d'instruction pendant 25 ans. Les pots de vin, je sais bien, aujourd'hui on me dit non, pas du tout, monsieur, ça n'existe pas. Mais bon, on sait bien comment ça marche. C'est intolérable en France, parce qu'en France, on est des règles du jeu. C'est beaucoup plus difficile de réagir à l'emporte-pièce comme ça quand on vit dans certains pays que je ne citerai pas. Mais bon, peu importe. On sait bien que ça existe, il faut essayer d'agir contre, mais il faut aussi essayer de comprendre comment les choses se passent avant de critiquer ou de donner des solutions un peu à l'emporte-pièce. Donc, nous nous sommes dit, il n'est pas question de contrecarrer l'action de qui que ce soit, surtout dès lors que les faits sont constitués, mais il ne faudrait pas que
l'outil de l'anticorruption soit utilisé comme un outil de concurrence déloyale. Or, je peux vous garantir que le pays dont je parle fait très peu d'efforts dans un certain nombre de domaines de la criminalité, parce que, tandis que les Français, toujours plus vertueux que les autres, continuent à peser le bien et le mal, il y a longtemps que la justice américaine est passée à l'étude d'impact avec la colonne crédit-débit, si vous voulez. On ne poursuit pas les affaires impécunieuses. Il faut être clair. Avant de m'occuper de corruption, d'anticorruption, je m'occupais de saisie et de confiscation. Ces systèmes judiciaires ne fonctionnent pas comme le nôtre, laissent assez peu de place aux aspects de vertu et privilégient le résultat et donc vont sur les dossiers qui peuvent rapporter, c'est très clair. Et les poursuites contre une grande entreprise française, non seulement ça affaiblit la concurrence, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Et comme ça se passe après des audits très sérieux, on sait exactement quelle quantité de sang on peut prélever sans tuer la bête, et puis on la laisse poursuivre sa route, et on revient quelques années après pour recommencer. Donc nous, notre idée était de dire il faut rentrer dans ce jeu, et nous avons deux bonnes raisons de le faire. La première, c'est que nous sommes chargés en France par la loi française de mettre en œuvre les programmes de conformité anticorruption, y compris lorsqu'ils résultent de sanctions pénales ou de conventions judiciaires d'intérêt public. Et puis nous avons un deuxième argument pour le faire, c'est que la loi du 9 décembre nous charge de mettre en œuvre, pour ce qui nous concerne, et à la demande, dit le texte du Premier ministre, les dispositions de la loi de blocage de la loi de 1968 qui interdit à quiconque de demander ou de donner des informations qui pourraient être communiquées à une autorité étrangère, et notamment, c'est le 1 bis, l'article 1 bis qui dit ça, notamment à des fins d'enquête, de poursuite et de procédures administratives ou judiciaires. Donc, nous avons déployé tous nos efforts pour essayer d'entrer dans ce jeu, de participer à notre échelle et selon nos moyens à la lutte contre la corruption, et de venir en quelque sorte au soutien des entreprises françaises, d'abord par du conseil, en les invitant à mettre en œuvre ces programmes de conformité anticorruption, mais aussi en essayant de les aider, en tout cas de les assister à l'occasion de procédures étrangères, et notamment lorsqu'elles reçoivent, alors on ne le sait jamais naturellement, parce que les entreprises françaises, et comme d'autres sans doute, payent les amendes, mais se gardent bien de venir l'expliquer à l'Agence française anticorruption ou au Parquet national financier, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que du coup, elles se retrouvent parfois poursuivies par plusieurs juridictions, et elles se disent que finalement, elles ne sortiront pas de ce mauvais pas parce que les procédures se succèdent. Et donc aujourd'hui, ce que nous proposons aux entreprises, c'est de venir vers nous lorsqu'elles sont sollicitées par une justice étrangère pour nous permettre de jouer notre rôle, c'est-à-dire de mettre en œuvre la loi de blocage et de leur expliquer si elles peuvent ou pas communiquer aux autorités étrangères les informations qui leur sont réclamées. Alors, nous n'émettrons que des avis qui seront suivis ou pas, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être avisés des situations, de façon peut-être, et là encore il y a beaucoup de distance à franchir, mais je crois que certains sont un peu aujourd'hui au milieu du gué, pour encourager une forme de révélation spontanée par l'entreprise des faits qui pourraient lui être reprochés par une justice étrangère, de façon à parvenir à une sanction, puisque c'est bien une sanction, mais une sanction négociée, plutôt que d'avoir à supporter les affres d'une procédure pénale qui, je dois bien l'admettre, sont suffisamment rares en France pour ne pas être dissuasifs. Mais les choses, je pense, sont en train de changer. Je pense que la justice pénale va être de moins en moins complaisante, et je pense qu'elle va finir par intégrer les aspects économiques des infractions pénales. Jusqu'à aujourd'hui, la justice a beaucoup fonctionné sur le droit commun. Je pense que de plus en plus, elle travaillera sur des dossiers à caractère économique, et que les sanctions risquent d'être de plus en plus lourdes, et que ce sera sans doute un élément incitatif qui permettra peut-être de développer ces procédures négociées. Merci beaucoup. Après ces trois interventions extrêmement riches, je suppose qu'il y a des questions. Alors, on va prendre 3 questions et puis on fera un tour de réponse. Donc, j'ai des questions par ici. Allez-y.
Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je m'appelle Louis Dronos, je fais partie de Volt. Volt est un parti pan-européen, c'est-à-dire qu'on est présent dans tous les pays de l'Union européenne, voire au-delà de l'Union européenne. Et on est candidat aux élections européennes. Ayant dit cela, je pense que vous allez voir un petit peu dans quel sens ma question va aller. On a parlé du niveau national, on a parlé du niveau international, vous avez parlé de la firme, Pardon ? On a parlé du rôle des États-Unis, on a parlé de la RSE, du Global Compact. On n'a pas parlé d'Europe. Et je pense que c'est intéressant, en amont des élections européennes, d'aborder un petit peu ce sujet-là. Qu'on parle de corruption, qu'on parle de climat, je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Donc ma question est double. Quel est, selon vous, le rôle actuel de l'Europe quand on parle de corruption, quand on parle de lien avec les entreprises? Et quel est, selon vous, le rôle que l'Union européenne devrait avoir dans ces domaines-là? Merci. Monsieur Lamoureux avait une question également, et comme il a été interpellé à plusieurs reprises, je crois que c'est assez juste de lui laisser la parole. Merci Sylvie. Non, donc Dominique Amoureuse, je suis ex-directeur éthique du groupe Thales, et aujourd'hui par exemple particulièrement engagé en tant que président du cercle éthiques affaires. Et c'est justement ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas à faire une différence par rapport à ce qui a été évoqué entre les problèmes moraux, politiques, qui je pense ne peuvent pas appartenir à l'État, pardon, à l'entreprise, mais qui appartiennent absolument à l'État, à la souveraineté, avec toutes les difficultés que Patrick tu as évoquées. Elles sont très fortes, cette crise des institutions, crise de la gouvernance mondiale, mais de porter l'attention sur la dimension éthique. Et si on veut bien donner comme définition à l'éthique, c'est l'arbitrage que doivent faire les entreprises entre les différentes demandes de ses parties prenantes, de l'actionnaire, du client, de ses collaborateurs, de la société civile, en étant supralégal. C'est-à-dire, bien entendu, on respecte d'abord les réglementations, on respecte la loi. Mais il y a cette dimension supplémentaire, et qui a été évoquée, que le directeur de l'agence a aussi évoqué, qui est le problème de comment on résiste à la sollicitation, à l'extorsion du client, et que Pierre-Victor a parfaitement aussi illustré sur on ne peut pas tout confier à l'entreprise. Et puis au-dessus de ça, il y a bon, mais qu'il ne faut pas confondre, hein, on peut pas, c'est pas ça le jeu, qui est la morale, le politique, le bien, le mal. Et pour revenir, Patrick, à la question que tu évoquais de Thalès, c'est est-ce que l'entreprise doit dire non, nous ne fabriquons pas des robots tueurs? C'était ça la question posée à mon ex-président, Patrice Kett. Est-ce que c'est à l'entreprise de le dire, ou est-ce que c'est pas quand même à l'État, dans sa souveraineté sur ces questions de défense, de s'exprimer? Donc, quelle est pour vous la part entre l'éthique et la morale? Alors, madame avait une question, et je vais laisser la parole à une dame. Oui, merci beaucoup. Moi, je rejoins ma première question. Et où est l'Europe? Bon, merci, je ne la repose pas, puisqu'elle a été très bien posée par le jeune homme. Je voulais justement aussi faire le lien entre les questions de climat et de corruption et d'Europe peut-être et mondiale, avoir un peu votre interprétation sur les sanctions, sur la question le procès qu'il y a eu sur la TVA, la fraude à la TVA, enfin sur la taxe carbone. Donc ça pourrait être intéressant. Et aujourd'hui aussi, les éventuelles corruptions liées aussi, dans le cadre du numérique, parce qu'on a parlé des GAFA, mais il peut se passer des choses beaucoup, et on a le procès aussi au Japon qui s'est passé sur le Bitcoin. Ça, voilà. Et puis, j'aurais aimé, mais je terminerai parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, sur le lien, Pierre pourra peut-être nous en parler, Patrick, sur comment les objectifs de développement durable dont on discute peuvent ou ne peuvent pas un peu faire le lien avec tout ça. Moi, j'ai mon avis, mais je préfère entendre celui de tout le monde. Alors, on va prendre une dernière question parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Madame, on va faire à parité les questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Je trouve c'est super intéressant parce que ça reflète en fait la complexité, je pense, des sujets de la RSE pour les entreprises aujourd'hui. Je trouve qu'il y a... Je veux bien que vous vous présentiez. Oui, en fait. Excusez-moi. Léna Caravalli, je travaille pour le cabinet des enjeux des hommes.
en tant que consultante. Alors, je trouve qu'il y a deux espèces de façons d'aborder la RSE dans ce que vous exprimez. Il y a une approche qui est une approche, voilà, les entreprises doivent-elles répondre aux grands enjeux du monde, donc plutôt l'approche ODD, plutôt voilà, celle qui est exprimée au départ. Et il y a l'approche gestion des risques. Et cette approche-là, en fait, elle est poussée par les principes directeurs de l'OCDE. On l'a vu beaucoup dans l'intervention de M. Duchesne aussi, c'est la maîtrise des risques de corruption par l'entreprise. Et je trouve qu'au lieu d'insister sur qui doit faire quoi de l'État et de l'entreprise, on pourrait peut-être se mettre d'accord sur quelle est la priorité. Parce que je pense que quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, on peut d'abord dire que l'entreprise est responsable de maîtriser ses impacts, de maîtriser ses risques. Et le jour où elle y arrivera parfaitement, peut-être pourrons-nous la charger de la responsabilité de répondre aux grands enjeux du monde. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut répondre le premier? Monsieur Victoria. Très rapidement dans le temps, sur l'Europe, alors pour répondre, qu'est-ce que fait déjà l'Europe en matière de RSE? En tous les cas, il y a depuis cette année une nouvelle directive qui s'appelle la directive de la performance extra-financière. Enfin, elle existe depuis 2014, la directive, mais elle a été traduite en droit français en 2018, donc qui désormais harmonise les informations que les entreprises doivent donner en matière d'information extra-financière. Donc ça, c'est pas la peine de le mettre dans votre programme, c'est déjà fait. Par contre, je peux vous poser deux propositions pour votre programme électoral. Le premier, c'est d'élargir peut-être le devoir de vigilance qui a été mis en place en France vis-à-vis des particuliers sous-traitants suite à l'affaire du Rana Plaza, et d'en faire une loi européenne qui permettrait à la fois d'harmoniser et puis, voilà, ça serait quand même assez logique que les responsabilités vis-à-vis de la chaîne, de la supply chain soit communes à l'ensemble des entreprises européennes. Tout ça, vous pouvez en prendre. Et puis le deuxième, puisqu'on a parlé de la loi Pacte, il va y avoir, la loi Pacte, elle dit que toutes les entreprises devront désormais prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux, indépendamment des choix d'autres statuts du type raison d'être ou entreprise à mission. La question, c'est comment on va montrer qu'on prend en considération ces enjeux environnementaux et sociaux. La tendance naturelle, ça va être d'aller vers des référentiels nord-américains, en particulier Bicorp, et je partage avec Patrick l'idée que l'Europe pourrait très bien se débrouiller pour avoir un référentiel des entreprises en matière de RSE. Ce serait une excellente chose, parce que croyez-moi, pour répondre aux agences de notation, lorsqu'on parle de droits de l'homme, une agence de notation nord-américaine, une agence de notation européenne, c'est pas tout à fait la même chose que l'on met derrière les mots. Et alors, peut-être sur les ODD, juste un mot. Oui, Guylaine, les ODD, c'est une très bonne opportunité. Sans doute, on est très en retard en France sur la prise en compte de la question des ODD, parce que je pense que l'État a insuffisamment compris qu'on était sur des logiques multi-acteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, la force des ODD, c'est pas seulement de définir l'entreprise par rapport au bien commun ou par rapport au bien considéré comme essentiel par la communauté internationale, c'est surtout de rechercher, à mes yeux, des nouveaux partenariats, de sortir, comme on dit, un peu de leur zone de confort, trouver des nouvelles alliances pour répondre à la réalité des besoins. Pour donner juste un exemple, on est un opérateur urbain en matière d'eau en Afrique. On nous a reproché souvent de nous occuper que des villes alors que les priorités étaient en rural. Aujourd'hui, on a construit avec des opérateurs ruraux une offre globale pour les États pour leur proposer un système qui soit collectif et en termes d'innovation et en termes de péréquation. Ça, c'est ça la logique des ODD, c'est sortir de sa zone de métier pour s'ouvrir à d'autres et à d'autres alliances pour répondre à la réalité d'un problème social tel qu'il est posé. Oui, pour répondre sur la question européenne d'abord et sur la question de l'éthique ensuite, et on est au cœur du sujet géopolitique de l'Europe en réalité. La conception de l'entreprise, aujourd'hui portée par les 28, 27, et développé dans le travail législatif par la Commission, le Parlement, etc., il est essentiellement, fondamentalement, dans le sillage et dans le paquet, je dirais, occidental, formaté anglo-américain. Il est un copier-coller aujourd'hui vraiment de l'idéologie libérale, néolibérale dans beaucoup de cas, et donc l'Europe n'a absolument pas affirmé aujourd'hui clairement, je dirais de manière large, aujourd'hui, la volonté d'avoir un modèle à elle qui allait intervenir sur les affaires du monde à travers son action économique. Bon, ça, c'est un constat large. Maintenant, ce qui n'est au crédit de l'Europe, il y a quand même des initiatives, Pierre les rappelait, il y a eu une tentative, il y a eu des livres verts, il y a eu énormément de réglementations, de directives et autres qui poussent à faire un peu mieux.
Mais il n'empêche qu'on ne l'a pas traduit aujourd'hui au cœur du modèle européen, c'est-à-dire dans les échanges internationaux. Alors j'en parle d'autant plus que je porte une idée de dire que aux frontières, je fais un bouquin sur le courage de l'Europe là-dessus, et dans une étude qu'on a publiée avec la Fondation Robert Schuman, on porte l'idée d'un passeport durable, c'est-à-dire de dire les entreprises qui viennent faire du business en Europe, il faudrait au moins qu'elles appliquent ce que nous appliquons à nos propres entreprises, en termes de bonnes règles. Et je pense que c'est l'idée qui fera son chemin, ça veut dire que dans les accords de libre-échange, l'Europe, on a des déclarations générales dans le CETA et dans d'autres trucs, l'Europe n'impose pas un peu ce que les autres nous reprochent évidemment, et là ça sera un combat très difficile, est-ce que l'Europe est capable de le porter, des barrières non tarifaires. Il s'agit de ça, en disant si vous ne faites pas une action vis-à-vis du climat, si vous ne réduisez pas significativement, comme vous devriez le faire aujourd'hui, votre empreinte climat, eh bien, on va vous demander, formule du panel OCDE ou d'autres, de vous mettre un peu en règle. Donc là, on est au cœur un peu de la réflexion. Est-ce que l'Europe peut se doter d'une vision de puissance et d'une vision aujourd'hui qui doit être, c'est le débat actuel des élections, qui doit être en réponse aux grands enjeux, ça passe aussi par une réponse sur le modèle économique qu'elle veut se donner et sur l'impulsion qu'elle veut faire à l'égard de ses entreprises et des entreprises qui interviennent sur son marché. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, maintenant, sur l'éthique, Dominique, attention, c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui font de la RSE et autres qu'on règle les problèmes aujourd'hui qui sont ceux de la géopolitique, c'est-à-dire de l'évolution de l'ordre international. J'ai essayé de montrer en introduction que ça pesait pas beaucoup encore, qu'on était au début de certaines démarches. Je pourrais développer ça énormément parce que la Chine observe mais n'est pas rentrée dans le jeu. Les États-Unis sont parfois pour, type OCDE, accord BEPS et autres qu'ils ont poussés, et souvent très sur leurs propres intérêts avant tout. Quant au reste du monde, il est très loin de tout ça. Donc, on a la question dans ce contexte-là, la question n'est pas de savoir si ce débat kantien, ancien, etc., sur l'éthique, la morale de l'entreprise, il est épuisé, on le connaît par cœur, etc. Conspoville a fait un livre parfait là-dessus. Non, la question c'est pas la question de la morale dans la gouvernance, ça n'intervient pas. La question, pour moi, du reste, le mot éthique, il disparaît de plus en plus du vocabulaire de la gestion de la gouvernance durable. C'est est-ce que d'une part, d'abord, je suis dans le respect de la loi, donc la loyauté, c'est pas déjà simple, beaucoup d'entreprises ne respectent pas la loi, les principes soft auxquels ils ont souscrit, et ça c'est assez clair, de Global Compact à tout le reste, leurs engagements qu'elles ont pris, et puis par-delà ceci, la réduction de leurs impacts fondamentaux, c'est ça, d'intervenir sur l'ordre général au profit d'impacts positifs, au détriment d'impacts négatifs qu'elles ont. C'est ça qu'on leur demande, c'est ça le sujet. Et à travers ces combats-là, l'entreprise, elle va orienter ou pas la géopolitique par rapport à des tendances qui font que on a des problèmes macro que la société aujourd'hui récupère et que les États ne traitent pas. Bon, donc il faut qu'elle choisisse son camp. Pour moi, il n'y a pas de débat moral, il n'y a pas de débat éthique, il y a un débat de respect des règles, un débat d'intervention sur son modèle économique et un débat de contribution à la régulation internationale dans un bon sens. Une fois que je fais ça, c'est déjà pas mal. Et ça, je peux pas prétendre être une très grande entreprise, avoir un grand chiffre d'affaires, gagner beaucoup d'argent, avoir une puissance, etc., et m'abstraire de ça. C'est ça que dit la société. Et ça, je crois que ça y est, c'est parti. C'est parti. Les entreprises doivent rendre des comptes. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites sur ce terrain-là et devront de plus en plus en rendre sur ce terrain-là. Et ça s'institutionnalisera un maximum. On peut l'espérer. Le mot de la fin peut-être, Monsieur Duchesne, sur les questions d'Europe. Oui, je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Oui, non, sur les questions d'Europe, donc, puisque c'est ça que vous m'invitez, nous, ce que nous souhaiterions, évidemment, c'est une harmonisation des réglementations au plan européen qui nous permettrait d'avoir dans les pays européens des dispositifs comparables à celui qui est le nôtre. Ça aurait, mais enfin, je me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse la preuve que le nôtre marche bien avant de pouvoir l'exporter. Et nous y travaillons. Nous avons signé le 16 octobre 2018 à Sibénik un accord
une déclaration avec une vingtaine de pays. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. D'ailleurs, ce ne sont pas simplement des pays européens, il y a également des pays africains. Pour mettre en place un réseau de coopération opérationnelle entre agences, sachant que les agences n'ont pas toutes les mêmes attributions, n'ont pas toutes le même statut, etc. Mais ce que nous souhaiterions surtout, c'est que les pays européens puissent faire bloc face notamment aux États-Unis ou à la Chine, parce que aujourd'hui les grandes entreprises françaises qui ont été ou qui seront sanctionnées, finalement accepteront les sanctions parce que elles ne veulent pas se priver de la possibilité de continuer à agir sur le marché américain, par exemple. Et donc, quand une très grosse amende ou la perspective de ne plus pouvoir travailler sur ce marché-là, eh bien, elles choisissent la très grosse amende. Et je dois vous le dire, là encore, sans polémique, que parfois, les accords qui sont signés sont quand même un peu léonins et sont quand même très déséquilibrés. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir opposer à un marché américain ou demain un marché chinois, enfin demain, on y est aujourd'hui, un marché européen. C'est-à-dire que toute condamnation, par exemple, qui serait prononcée dans un État européen, eh ben, aurait pour effet de fermer le marché européen tout entier aux entreprises étrangères. Et là, je pense qu'on commencerait à nous regarder avec un peu plus de considération et de respect, si vous voulez. Tant que nous n'aurons que le marché national ou le risque d'exclusion du marché national à opposer à des grands groupes étrangers, je crois que nous ne serons pas pris au sérieux. Et puis, cette action collective qui pourrait être celle des pays européens aurait un autre mérite, c'est qu'elle permettrait, en cas de poursuite pour corruption, qu'une entreprise puisse solder son passif en une seule fois, d'un seul coup, avec l'ensemble des pays concernés, en faisant ce qui a été fait au mois de mai 2018 entre la France et les États-Unis dans l'affaire de la Société Générale. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on discute, on décide des responsabilités, des sanctions, etc. Et ensuite, et une fois pour toutes, peut-être par différentes procédures, mais qui sont concomitantes, eh bien, on prononce une sanction globale qui est partagée, et ça permet à l'entreprise eh bien, de faire table rase du passé et de poursuivre son activité économique. Voilà pourquoi nous souhaiterions une construction européenne à ce niveau-là. Nous sommes loin de ça, et je ne vais pas finir par une note de pessimisme, mais l'attitude d'un certain nombre de pays européens qui ont plutôt tendance aujourd'hui à faire un pas en arrière qu'un pas en avant, à mon avis, n'est pas un signe très encourageant. Merci beaucoup. C'est dommage effectivement de finir sur cette note, mais on est aussi dans une approche réaliste. Merci à nos 3 intervenants, merci à vous tous, et j'espère que c'est la première conférence d'une série sur ces questions-là. Bonne soirée à tous.